Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir évidemment sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, avant de parler de 2023 comme The Year of the Bond, on parlera du mois de novembre qui a été un mois historique pour les performances des indices obligataires, que ce soit les indices obligataires globaux ou les indices régionaux. Le mois de novembre a marqué à la fois une rupture avec ce qu'on observait les mois et les années précédentes et surtout marque des performances, je le disais, quasi historiques de 4 à 5% selon les différents indices obligataires mondiaux qui sont des performances effectivement qu'on n'a plus vues depuis au moins 2008, voire depuis 40 ans si on se concentre sur les indices obligataires purement américains qui ont enregistré une performance de plus de 4% sur l'ensemble de ce mois de novembre. Une performance obligataire qui s'est évidemment diffusée et même démultipliée sur les marchés actions puisque au terme de ce mois de novembre, on a vu des indices actions rebondir de quasiment 10%. Quand on parle du S&P 500 américain, le CAC 40 est à plus de 6% de hausse depuis le début de ce mois de novembre. Ce sera un bon point de départ pour notre discussion de marché avec nos invités dans un instant. Et puis nous élargirons évidemment le spectre de l'analyse aux perspectives 2024 avec la course aux baisses de taux qui est bel et bien lancée. Peut-être pas encore vraiment du côté des banques centrales, mais en tout cas du côté des investisseurs, la course aux baisses de taux est déjà bien ancrée dans les marchés, les anticipations de marché pour 2024. Voilà pour les gros sujets à suivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous essayerons de dresser un état des lieux du monde non coté et plus précisément de la tech non cotée après des mois, des trimestres de souffrance liés au reparamétrage des coûts de financement et des taux d'intérêt. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade? Des valorisations côté tech non coté et également du côté des investisseurs. Ce sont justement les équipes d'investissement de Revaia qui seront avec nous dans ce dernier quart d'heure. Alice Albizati, cofondatrice et associée de Revaia Capital, sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Un mois positif, très positif et une dernière séance du mois positive également pour les indices actions en Europe, notamment le résumé du jour avec Côme Dubois. La Bourse de Paris poursuit son rebond ce jeudi et atteint même un plus haut de 2 mois. Aujourd'hui, les marchés ont accueilli avec enthousiasme le ralentissement de l'inflation aux États-Unis et dans la zone euro. Aux États-Unis, la mesure préférée de la Fed, le Core PCE, s'est élevé à 3,5% sur un an en octobre, après 3,7% sur un an en septembre. Du côté de la zone euro, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en novembre, après 2,9% sur un an en octobre. Le ralentissement se confirme également dans l'inflation cœur qui ressort à 3,6% sur un an en novembre après 4,2% sur un an en octobre. À noter qu'en France, l'inflation diminue également et ressort à 3,8% sur un an en novembre selon les données harmonisées Eurostat. Sur le front du pétrole, d'après une information de Reuters, les pays de l'OPEP+ sont parvenus à un accord aujourd'hui lors d'une réunion en distanciel. Cet accord porterait sur une réduction supplémentaire de la production de brut de moins 1 million de barils par jour. Suite à cette information, le cours du Brent progresse et atteint désormais 84,5 $ le baril. Ce qui fait les affaires de Total Energy, le titre du groupe gagne autour de 2% au cours de la séance. Du côté des valeurs, Eurazeo bondit aujourd'hui à Paris. Son titre gagne jusqu'à plus de 12,5% au cours de la séance, après que le groupe ait évoqué un retour aux actionnaires de 2,3 milliards d'euros sur la période 2024-2027. De son côté, STMicroelectronics progresse aujourd'hui. Son titre prend autour de 2% au cours de la séance, porté par le relèvement de conseil de JP Morgan de neutre à surpondéré. Enfin, Orpea s'effondre aujourd'hui. Son titre abandonne plus de 90% au cours de la séance, après l'annonce des résultats de son augmentation de capital de près de 3,9 milliards d'euros, extrêmement dilutif. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI chinois Caixin pour le mois de novembre, ainsi que l'indice ISM manufacturier pour le mois de novembre aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est à nos côtés, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Et je le dis également, membre de l'association L'Éco Avenir. Exactement. Mais bien sûr, on en a parlé avec Pierre-Olivier Béfi qui préside et qui a fondé cette association de démocratisation de la culture économique et financière. Allez voir, il y a plein de podcasts très intéressants sur les concepts macro les plus simples, expliqués par les meilleurs économistes, Léa en l'occurrence. Wilfried Galland avec nous, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Et Alexandre Taïeb nous accompagne également, gérant chez Sycomore. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Je sais votre passion pour l'histoire et les personnages historiques, Wilfried, et donc l'histoire, l'actualité est un peu Certains me surnomment le Alain Decaux des marchés. Pardon. Voilà. On va vérifier ça tout de suite, Wilfried. Parce que l'actualité est assez espiègle. En 48 heures, on a effectivement la disparition de 2 titans du siècle dernier, chacun dans leur domaine. L'investissement pour Charlie Munger, la diplomatie et les relations internationales pour Henry Kissinger. 2 personnes qui ont vécu un âge d'or qui n'est plus l'âge d'or de l'investissement fondamental en action pour Charlie Munger. Et j'allais dire, l'âge d'or de la construction des relations internationales modernes pour Henry Kissinger, avec notamment le rapprochement historique avec la Chine. Avec la Chine, exactement. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour ces 2 personnages, en fait, on a à la fois l'impression que c'est la fin d'un monde, mais que ce monde-là, c'est quelque chose qu'on souhaite revenir. Soit on souhaite y revenir, c'est le cas de l'investissement, soit on se rend compte qu'on est en train de nouveau d'y retourner, c'est le cas d'Henry Kissinger. Sur la partie investissement, Charlie Munger, c'était le roi, pardonnez-moi cette expression anglaise, du no bullshit. C'est-à-dire, en fait, c'est celui qui était capable de mettre des mots parfois assez crus sur des réalités d'investissement pour dire voilà ce qui est véritablement en train de se passer et voilà ce dans quoi vous allez investir. Et en fait, c'est quelque chose que, finalement, au-delà d'une période qui effectivement était une période très marquée de l'histoire économique américaine, marquée parfois par des montées ou des baisses de taux assez significatives et des chutes également parfois assez spectaculaires, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on souhaite, je trouve, retrouver aujourd'hui, ce côté justement authentique dans les recommandations ou dans les analyses d'investissement et au-delà du côté retrouver du sens, il y a un côté justement arrêter les circonvolutions qui évitent justement de se poser les véritables questions. Et c'est en cela l'essentiel, le fondamental. Exactement, c'est un peu le retour à l'essentiel. Et d'une certaine manière, la disparition d'Henry Kissinger dans la partie géopolitique, c'est un petit peu la même chose. Henry Kissinger est devenu célèbre parce qu'il avait fait une thèse. Donc Henry Kissinger, il avait une histoire assez compliquée. Hein. Il est né effectivement en Allemagne. Il a dû émigrer. Il a fui le nazisme, oui. Exactement, il a fui le nazisme. Il a été il a dû faire la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait Harvard. Et il a fait une thèse à Harvard en 1954 sur le système politique européen entre 1812 et 1822, c'est-à-dire en fait le système du traité de Vienne. C'est-à-dire comment est-ce que le congrès de Vienne, cette espèce de congrès qui a duré quand même 6 mois, hein, comment est-ce qu'il a permis finalement une espèce de stabilité européenne et le retour de la gestion des rapports de force et de l'Europe puissance. Et en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui, et lui, toute sa carrière, ça a été comment je gère ces rapports de force pour sortir de ce monde-là et pour en faire un monde finalement plus apaisé, sachant qu'on a des rapports de force, lui était conscient de ça entre la Chine et les États-Unis, mais qu'il fallait les gérer. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve ce monde, en fait, westphalien, de rapport de force, ce monde de puissance, ce monde, effectivement, où on utilise la force pour obtenir des choses. Et c'est un monde très kissingerien qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que... C'est le monde qu'il a connu au départ. C'est le monde qu'il a connu au départ, c'est le monde qu'il a voulu gérer et faire évoluer. Et on retrouve ça aujourd'hui. Et je trouve ça assez intéressant que tout le monde se plonge dans les écrits de Kissinger aujourd'hui. Et il disparaît aussi à un moment où on retrouve peut-être un certain dialogue entre la Chine et les États-Unis, le retour au minimum d'une ligne directe et d'un espèce de téléphone rouge. C'est effectivement, il était l'artisan du rapprochement, la fameuse partie de ping-pong entre Mao et Nixon. C'était quand même celui qui a dit « Je suis le seul secrétaire d'État qui a été servi par 2 présidents différents ». Voilà, je laisserai les auditeurs. La presse officielle chinoise, c'était Goodbye Old Friend ce matin, avec l'annonce de la mort de Kissinger. Il est allé plus de 100 fois en Chine. Et en fait, sa longévité, la Chine est une culture qui apprécie l'expérience et la densité des expériences. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que pour Kissinger, c'était difficile de faire mieux. Bon,
Oui, je disais, l'histoire est un peu espiègle. C'est un beau clin d'œil. Vous dites, on se retrouve aujourd'hui sur la dimension investissement, la dimension diplomatique, géopolitique, peut-être un siècle en arrière, j'en sais rien, mais en tout cas, au démarrage d'une époque qui a vu ces titans grandir et évoluer. Exactement, et auquel on se réfère pour justement peut-être mieux décrypter et peut-être mieux se positionner dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu tout le paradoxe. On a l'impression qu'un monde se termine, mais dont les clés vont nous permettre de gérer mieux ce monde d'après. C'est beau, hein. Fin de l'émission, on arrête. C'est beau comme l'antique. Non, mais pour une génération comme la vôtre, Alexandre, alors Charlie Munger, évidemment, on connaît Warren Buffett, a peut-être une aura encore médiatique, mondiale, encore plus grande que Charlie Munger, mais les deux sont indissociables et les deux sont différents. C'est aussi ça qui est intéressant. Pour une génération comme la vôtre, forcément, je ne sais pas ce que ça vous a inspiré, je ne sais pas si c'est une inspiration forte pour vous en tant qu'investisseur, mais c'est forcément des gens qui ont marqué les esprits de tous les investisseurs de la planète. On suit ce qu'ils font, quelles sont leurs positions, qu'est-ce qu'ils disent à chaque assemblée générale d'actionnaires, on lit la lettre, enfin c'est quand même un rituel. Même durant la crise de SVB en mars, ils tenaient l'assemblée générale. De Silicon Valley Bank, on s'est tourné vers Warren bien Buffett. Sûr. Est-ce qu'il veut sauver les banques? Chaque crise bancaire, on vient lui demander. Bien sûr, c'est extraordinaire. C'est pas tellement une question de génération, je pense. C'est plutôt une question de métier. Et en tant qu'investisseur, évidemment, on a regardé ce qu'ils font et on continue de regarder. Et sur la disparition de Charlie Munger, nous, on aimerait bien que ça coïncide avec la renaissance du fondamental dans la gestion, parce que ça a disparu aussi un petit peu. Il le dit lui-même. Hein, ses derniers propos étaient de dire voilà, moi, j'ai connu la période où on pouvait cueillir des fruits mûrs sur les branches basses des arbres. Oui. Cette période-là, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une autre période qui commence, et vous le disiez en introduction, c'est un des grands pontes du siècle dernier. Ce siècle-là va aussi beaucoup plus vite. Donc, on est dans le momentum, on est dans le bruit, on est dans Internet. Donc c'est compliqué de lire la feuille, de lire l'analyse, etc. Mais on se force à faire ça et on espère un retour parce que on a eu quand même une très grosse tendance de momentum sur le marché où il n'y a que ce facteur-là qui dirige le marché. On aimerait que ça change un petit peu parce que c'est ce qui explique aussi les difficultés que peut avoir la gestion active aujourd'hui. Et sur Henry Kissinger, il y a quelque chose qui est assez intéressant tout a été intéressant, ce que vous disiez, Wilfried. Mais en l'occurrence, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on vit aujourd'hui. On a passé 2022 et même le début 2023 à comparer aujourd'hui à différentes périodes historiques. Si vous vous souvenez, on était là à dire mais c'est le choc pétrolier de 70, etc. En fait, ça me fait beaucoup plus penser à l'après-guerre. Où on se retrouve dans des économies de grosse puissance, où ça ressemble à une espèce de guerre froide. On va dire il y a deux blocs qui sont en concurrence sur la technologie, sur l'économie, sur l'énergie. On parle d'économie de guerre, d'économie de pénurie, d'économie de rareté. Et donc ça, le fait que ça revienne, pour moi, c'est un indicateur des prochaines années. Et j'imagine qu'on y viendra plus en détail, mais même sur la politique des banques centrales, même si aujourd'hui elles nous parlent d'inflation, je pense que demain elles vont beaucoup plus nous parler de croissance. Même si leur seul mandat, et notamment le mandat de la BCE, c'est l'inflation. Que Dieu t'entende. Je pense qu'elle va nous parler de croissance à un moment donné, ça va être nécessaire. Bon, on peut revenir à des choses plus immédiates. Léa, non mais qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, Ouais, alors, je peux faire la balance des deux. C'est typiquement, les choses immédiates, c'est 60% de notre boulot d'économiste. Ces événements-là nous permettent de prendre un peu de hauteur. Et pour nous, la prise de hauteur, elle est d'autant plus forte qu'on n'a jamais eu à faire autant attention au structurel. Ça fait des années que je fais ce métier-là. De plus en plus, on voit qu'on est sur des changements structurels forts, des plaques tectoniques qui se confrontent, et c'est probablement la première fois dans l'histoire qu'elles se confrontent. Le monde multipolaire hiérarchisé, les contraintes technologiques, cette révolution technologique, le changement de paradigme et de politique économique, ses coûts et ses problématiques environnementales. Donc on voit bien que de plus en plus, une part importante de notre métier va être aussi d'intégrer du structurel dans du conjoncturel. Et voilà, l'histoire reste toujours un guide intéressant de ce point de vue-là. Sachant qu'on est toujours plus ou moins en crise, hein, c'était Raymond Aron qui disait dans ses introductions à la pensée sociologique, qui disait depuis le XVIe siècle, on chercherait en vain une génération qui ne penserait pas vivre dans une crise assez profonde. Je pense qu'on est, comme par hasard, le XVIe siècle, c'est les guerres de religion. Je pense qu'on est de nouveau dans cette période-là. On s'est habitué, c'était ce que disait Kissinger hein, dans son introduction à la thèse. Il disait, pour les peuples habitués à une certaine tranquillité, le retour du tragique est une expérience assez désagréable. Voilà, je pense qu'on est dedans. Nous sommes une génération qui comprend ce genre de maxime, effectivement. Bon, revenons-en au marché, à l'immédiateté des marchés. Non, mais
Alexandre, je disais The Year of the Bond, donc c'était les titres au début de l'année 2023, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. On verra ce que 2024 nous réserve en matière de retour obligataire. Le mois de novembre est déjà le mois du retour de l'obligataire avec des performances, je le disais, historiques ou quasi historiques sur un certain nombre d'indices obligataires agrégés ou purement américains. Qu'est-ce que le marché a salué à travers ce mois de novembre? Alors, est-ce que c'est le retour de l'obligataire? Déjà, c'est la première question. C'est-à-dire qu'en termes de rallye, si vous voulez, oui, on est passé de taux US à 5 à maintenant 4,30 sur le 10 ans. Ça ressemble plus à un rallye de Noël en avance. Il n'y a pas eu de gros mouvements ou un engouement très très fort pour les taux sur le mois de novembre. Donc il y a eu un peu de short covering, mais les positions, notamment sur l'US 2 ans, restent très très short aujourd'hui. Ouais. Donc le marché anticipe des baisses de taux l'année prochaine, mais c'est pas encore retranscrit sur le marché obligataire, notamment sur la partie courte. Ça s'est très vite retranscrit sur la partie longue, et pas tellement sur le 2 ans. Et puis, là où je me suis trompé dans mes différentes interventions, c'est que j'étais plutôt bull sur l'obligataire, ce qui était bien, mais par contre, sur les actions, je ne l'étais pas. Donc, en fait, ce qui a récompensé le marché, c'est la tendance de ralentissement de l'inflation qui se poursuit, et même qui s'intensifie en zone euro. Au-delà des projections, même des banques centrales, qui sont... Même des banques centrales. Oui. Donc la désinflation, disons, est plus rapide qu'attendue, et ça a été récompensé par le marché, c'est tout à fait compréhensible. Et donc ça s'est démultiplié sur le marché action, qui a fait de très bonnes performances. Là où j'attendais plutôt une intensification du ralentissement économique. Voilà, c'est là où je me suis trompé. Donc, finalement, le marché récompense ce ralentissement de l'inflation, et pour moi, encore une fois, le rallye de Noël, ça y est, il se termine là. Si le rallye se poursuit, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui est récompensé, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment, on confirme ce scénario de Goldilocks, de soft landing, dont on parle aussi depuis quelques mois, et qui a l'air, au moins aux États-Unis, de se matérialiser. Enfin, 5% de croissance, 3% d'inflation, je caricature, mais on est en plein dedans. Le fait qu'on ne soit pas à 2% d'inflation, c'est pas très grave. Une inflation à 3% n'a jamais cassé un cycle macroéconomique. Donc, et si donc ce rallye se poursuit, je serais plutôt positif sur la première partie de 2024, où je pense qu'en fait, ça va continuer à être récompensé. Ce que vous dites, c'est que la détente obligataire, il y a le positionnement qui était très short. Oui. Qu'il l'est toujours. Et au-delà de ça, c'est simplement saluer la désinflation et pas prendre de pari encore trop fort sur une dégradation profonde de la croissance. Le marché ne peut pas prendre de pari là-dessus aujourd'hui. Enfin, il est en train de se recalibrer, il est en train de chercher, mais la visibilité est très faible. Donc savoir s'il y a quelque chose qui va casser demain ou dans 3 mois, c'est quand même assez compliqué. Donc pour l'instant, il parie sur un ralentissement en douceur, un environnement ni trop chaud ni trop froid, le Goldilocks typique, et donc c'est ça qui récompense. Léa, votre vue d'économiste, alors sur ce phénomène de désinflation qui s'est accéléré quand même depuis une paire de mois, qui défie à nouveau les prévisions qu'on pouvait avoir, ça va vite, plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, et puis la grande question, où est-ce qu'on en est du cycle macro ? Un cycle atypique avec une fin de cycle qui peut-être s'allonge encore un peu plus dans le temps. Je pense que c'est exactement ça le sujet aujourd'hui, c'est que le marché n'a pas du tout en tête une intensification de la dégradation macro. Et je pense que c'est exactement la clé. Aujourd'hui, donc nous, on a des modèles pour tester ça et pour dire où est le cycle US. Aujourd'hui, le cycle US est rentré depuis le mois de novembre dans son bas de cycle. Donc le côté, est-ce qu'on rentre bien dans un soft landing ? Pour nous, il est validé par des modèles, on est dans ce bas de cycle-là. En moyenne, si on prend sur temps long, c'est des cycles qui durent 3 trimestres maximum. La séquence bas de cycle ? La séquence bas de cycle dans laquelle on vient de rentrer, donc c'est plutôt Q4, Q1, Q2, c'est comme ça qu'on a matérialisé. Après, il y a la question comment on en sort, et comment on sort de ce cycle, c'est souvent dépendant du marché de l'emploi. Soit on reste avec un marché de l'emploi qui se tient bien, et donc on peut permettre dans un cycle, en plus on a une inflation qui se met en place à des niveaux plus faibles, d'avoir ce côté retour des dépenses, reprise de l'investissement qui en plus est soutenu par ailleurs, un marché de l'emploi qui certes se dégrade mais qui tient bon, et donc on a un cycle dans le cycle avec une croissance qui est autour de 0, plutôt médiocre sur le premier semestre, mais qui se reprend derrière. Et ça, c'est typiquement le scénario qu'a le marché aujourd'hui. Je dirais même qu'il n'envisage pas un ralentissement plus bas que ce qu'on connaît. Après, qu'on arrive sur le terrain LT2 avec des NFP, donc des créations d'emplois nets,
qui vont chercher des niveaux entre 0 et 100 000. Je ne suis pas sûre que le marché ait la même approche aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le marché a juste gardé soft landing, Goldilocks, il l'a en tête, il pense que c'est temporaire, et donc il a déjà le deuxième semestre en tête, dans lequel en plus, la Fed à un moment aura baissé les taux, et on a ce scénario d'inflation qui, bon an mal an, on revient à 2. C'est là où je pense qu'il faut être prudent, et que ça va être une année 2024 qui va être très volatile, parce que si ce scénario-là se matérialise, on n'a pas la suite. En tout cas, la suite est mal pricée. Si on a vraiment un scénario de soft landing qui se met en place où la croissance se retrouve autour de 0 avec une inflation autour de 2, les banques centrales auront peut-être un peu de marge pour plus être aussi restrictives que ce qu'on a aujourd'hui, mais elles ne vont pas aller entamer des cycles de baisse de taux. Voire même, si on est sur une phase de reprise assez rapide, avec une inflation à 2, très vite, les niveaux d'inflation se reprennent, avec un marché du travail qui se tient bien, donc on repartirait sur une phase de hausse. Donc c'est vraiment un marché qui anticipe un premier semestre où tout se passe bien, qui n'a pas encore en tête le S2, et c'est normal d'ailleurs, mais qui va probablement trop vite. Quand on regarde les séquences historiquement sur les fins de cycle, on a toujours des étapes. On a la première étape qu'on a eue, le higher for longer, les banques centrales qui maintiennent ce discours-là pour ancrer. Celle-là, je pense qu'on peut dire qu'elle est finie. On a la deuxième étape dans laquelle le marché anticipe dès maintenant les baisses de taux, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on voit quand on regarde historiquement les séquences, c'est toujours ce qu'on voit. Sauf que là, par rapport à ce qu'on a avant, on a des banques centrales qui, certes, avec une inflation à 2 ont un peu de marge, mais encore une fois, avec une inflation à 2 en bas de cycle. Vous dites en fait, le marché price trop de baisse de taux si c'est vraiment un soft landing, et pas assez si à la clé c'est une vraie récession. Exactement. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on va avoir, comme ce qu'on a depuis maintenant, cette phase de banque centrale qui ajuste, des banques centrales data dependent, énormément de volatilité dans les données, on va les avoir, on est en fin de cycle, c'est normal, des marchés qui ont du mal à se placer et à anticiper, donc des séquences où on va avoir des sauts de 10, 20 BP sur un jour, 2 jours sur le marché obligataire, extrêmement volatile. Et donc il va falloir en fait que le soft landing se matérialise, qu'on aille bien voir l'étape suivante, et que le marché a un peu de... À chaque fois, le marché aura besoin d'évidence concrète. C'est ça. Wilfried, vos commentaires, et cette question, en fait, moi, qui m'intéresse beaucoup, au-delà du calendrier des baisses de taux, c'est qu'est-ce qui va motiver les banques centrales à agir dans le sens... Alors, ou de l'accommodation, ou de la recalibration de leur taux directeur, notamment l'année prochaine. Le premier élément, c'est effectivement les indices d'inflation. Alors moi, j'ai beaucoup regretté le fait qu'on soit figé sur des indices qui ne sont que des indices retard, et qu'on ne regarde absolument pas tout ce qui est indice à avancer. Sur ce plateau, on a déjà eu de nombreux débats où je faisais partie de la rare minorité qui disait que l'inflation allait s'effondrer, il y a à peu près un an. C'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on regarde l'inflation qui est sortie en Europe, la partie corps, si je regarde même juste la partie corps, sur 6 mois annualisés, 6 mois, on est à 2,5%. Donc on y est en fait. On y est. Évidemment, on va avoir de la volatilité. Je suis. Et c'est pas juste les effets de base là en plus. Non. C'est pas juste l'histoire de l'énergie des effets de base. C'est l'avantage d'être sur 6 mois. Dans les services, voilà. Ça y est, ça commence. Exactement. On voit véritablement qu'en fait toutes les déstructurations au niveau de l'offre qui ont quand même largement généré cette inflation-là sont en train effectivement de revenir à la normale. Et en fait, là, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est que les marchés sont dans une position, on le voit en fait sur l'évolution des indices, dans une vraie position d'attente. C'est-à-dire qu'ils se disent, on a donné un prix à notre scénario central. Effectivement, le scénario central, c'est on baisse gentiment les taux à partir de... du premier semestre, mais quelque chose comme ça, parce que les indices d'inflation sont vraiment en train de s'effondrer, et donc à un moment donné, même les banquiers centraux vont finir par le reconnaître, et on a une croissance qui tient, parce que le consommateur américain, c'est plus une locomotive, mais il est encore relativement solide, parce que le marché de l'emploi reste encore relativement solide, et la Chine ne s'effondre pas, donc, et puis globalement, l'Europe va suivre le mouvement. Donc, il n'y a pas trop de problème. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette espèce de situation-là. On en sort soit à la hausse, soit à la baisse. Mon scénario est plutôt haussier. Si on en sort à la hausse, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que le consommateur américain tient encore plus que prévu, c'est-à-dire soit il a plus d'épargne que ce qu'on pensait. C'est un peu le scénario qui se matérialise depuis quelques semaines, où on se dit finalement il y a plus d'épargne que ce qu'on pensait dans les comptes des Américains. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, finalement, le marché du travail tient vraiment bien, et que au-delà effectivement de chocs liés par exemple à des grèves dans l'industrie, finalement le flux est là, le consommateur américain reste extrêmement optimiste, et ça nous permet de tenir. Et puis une relance chinoise
beaucoup plus forte qu'aujourd'hui parce que la Chine ne peut pas se permettre de laisser tomber son économie et que le problème économique devient un problème politique en Chine. Ça, c'est la version positive. La version négative, effectivement, c'est exactement la contreposée de tout ça. C'est-à-dire, Xi Jinping s'accroche à son côté, le consumérisme, c'est extrêmement mauvais parce que c'est l'Occident, donc c'est pas grave. Si on a une croissance en berne, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, ce que je veux, c'est ma souveraineté, ma grandeur, ma puissance. La croissance, c'est pas le sujet. Et le consommateur américain finit par caler parce qu'on voit effectivement les hausses de taux finissent par porter leur effet. Et le marché du travail se dégrade peut-être plus fortement. Et pourquoi est-ce que les indices finalement pay later peut pas continuer et pourquoi est-ce qu'effectivement les indices sont beaucoup mieux tenus aussi il faut pas l'oublier, c'est parce qu'on a eu un push fiscal très très fort aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde le déficit primaire américain, on a eu 5% de déficit primaire supplémentaire américain entre juin 2022 et juin 2023. Donc ça, c'était un soutien extrêmement fort face aux hausses de taux. C'est fini. C'est-à-dire quoi ? On va avoir un déficit, mais il ne va pas se creuser encore davantage. Donc là, on rentre dans une situation effectivement qui est pas très simple. Moi, j'espère qu'effectivement les banquiers centraux vont de nouveau s'intéresser davantage aux fragilités de la croissance, desserrer les taux peut-être un peu plus vite que ce qu'on attend sur la partie taux. Et on voit que lorsque même un Robert Holzmann commence à danser, l'Autrichien, dans ses discours, mentionner, certes pour l'écarter, la possibilité de baisse de taux, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose de changé au royaume du Danemark. Changé, hein, voilà, vous avez remarqué, changé. Hein, voilà, j'ai fait un gros travail sur moi-même sur les banquiers centraux. Et donc, il est effectivement possible qu'on ait de ce point de vue-là des bonnes nouvelles. Ça serait une bonne façon de sortir de ce moment-là. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on sent les marchés totalement attentifs par rapport à ce qui est en train de se passer. Comment vous comprenez la fonction de réaction des banques centrales par rapport au scénario qu'on peut avoir au moins sur les premiers trimestres de 2024, Alexandre ? Qu'est-ce qui motivera les banques centrales à ajuster leurs taux ? Est-ce qu'on va parler d'une recalibration de la politique monétaire, du réglage de la politique monétaire face à la désinflation ? Ou est-ce qu'il y a le risque de vouloir attendre la récession pour commencer à agir ? C'est deux scénarios un peu différents. On se dit, oula, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Mais pour les marchés, ça peut être deux histoires très différentes. Il y a ce risque-là, et je pense qu'on aura la réponse au premier trimestre 2024. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est que en année électorale, la Fed en général est assez discrète. Donc le scénario de il se passe rien au H1 2024 et au H2 soudainement on commence un cycle de baisse de taux, j'y crois moyennement. Plus l'élection approchera, plus ce sera difficile pour la Fed d'enclencher un mouvement à cette période-là. Sans accusé de soutenir tel ou tel candidat. Mais bon, c'est la politique. Monétaire en l'occurrence. Hein. Et c'est l'influence de la politique sur la politique monétaire, exactement. Voilà, et donc je pense que si elle doit baisser les taux pour récompenser la désinflation, ce sera sur la première partie de 2024, voire dès le T1 en fait. Et la BCE devrait suivre, parce que la BCE historiquement suit la Fed et je ne la vois pas prendre l'initiative de commencer à baisser ses taux toute seule. Donc ce sera plutôt synchronisé. Je dirais quand même que si on est en période Goldilocks ou soft landing, elle va quand même commencer à faire des petites baisses de taux pour continuer de soutenir l'économie et pour ne pas qu'on l'accuse d'avoir fait en sorte que l'économie s'effondre à un moment donné. Donc les banques centrales pourraient prévenir d'un ralentissement plus fort que prévu en baissant leur taux, et je pense que la fonction de réaction, elle est là. Les cycles économiques, globalement, sont quand même beaucoup plus courts aujourd'hui, et donc la Fed, mais même la Banque Centrale Européenne, elles réagissent beaucoup plus, elles fonctionnent beaucoup plus dans une politique de stop and go aujourd'hui que dans des cycles longs. Alors, c'est pas ce qu'on a vu sur les hausses de taux, hein, même s'ils sont allés très vite, ils ont vraiment fait un cycle de hausse de taux. Là, maintenant, si à un moment donné, il y a besoin de soutien, ils réagissent tout de suite. Et en fait, la question de la récession, c'est presque même plus tellement la question pour le marché, parce que s'il y a quelque chose qui craque et qui amène à une récession, la Banque centrale sera là. Elles ont retrouvé des marges de manœuvre. On l'avait vu avec SVB quand ils ont remis des liquidités sur la capitale tout de suite. Ils le referont de la même manière.
un petit truc que je veux préciser, la réduction du bilan des banques centrales, même si leur bilan est encore bien plus élevé qu'à la période pré-Covid, la réduction de ce bilan, elle est très forte. Ah oui. Y compris la BCE. Ah bah, elle est même plus rapide en zone euro qu'aux États-Unis. On peut la critiquer, mais elle a fait le job. Passer de 8,5 trilliards à 7 aujourd'hui, ça a été très rapide. Donc ça lui permet de pouvoir être beaucoup plus flexible si jamais il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme prévu. Sur la fonction de réaction des banques centrales, recalibration, accommodation, enfin c'est deux histoires un peu différentes. Chris Waller, gouverneur de la Fed hier, qui est pas un tendre, normalement dans le paysage des banquiers centro-américains, lui il adhère totalement à l'idée que de la recalibration. On est parfaitement installé dans l'idée du soft landing, selon lui, et donc, au fur et à mesure qu'on verra l'inflation baisser, converger vers 2, on attendra d'avoir la confirmation, les évidences suffisantes pour pouvoir être soulagé par rapport à ça, mais la Fed pourra ajuster, piloter les taux réels, simplement, sans que ce soit l'histoire de sauver l'économie, de la récession, etc. En soi, ce qui est juste là est en fait normal. On a une inflation qui retourne à 2, on recalibre notre politique monétaire. Léa, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, mais un an, c'était il faudra la récession, vous aurez la récession, à commencer par Powell, qui a changé de discours depuis. Donc, on a le droit quand même de se dire, on disait ça il y a un an, on ne dit plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Et tout comme on a eu le higher for longer cet été, alors qu'on avait déjà une désinflation qui se mettait en place. C'est leur boulot. Après, le discours de Waller hier, moi, me fait me poser des questions, parce que c'est en partie ce qui a fait ajuster le mouvement de taux, alors que quand on prend le temps de lire le discours qu'il a fait, il n'a pas du tout tenu un discours disant on envisage des baisses de taux dans 2-3-4 mois. Il se met dans un scénario. Voilà, c'est le what if pour lui, exactement. Bien sûr. Donc en gros, nous, ce qu'on a sur les modèles, à quel niveau devraient aujourd'hui être les taux Fed Funds, on est plutôt sur des niveaux de taux autour de 4, fondamentalement, compte tenu de la macro. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 125 à 150 BP d'extra tightening. Donc aujourd'hui, en fait, la Fed pourrait baisser de 125 points de base pour revenir en fait un équivalent de neutralisé. Je mets des guillemets parce que c'est pas totalement un taux neutre, mais en gros, il y a 125 points de base de trop pour avoir en fait serré la vis et ajuster l'inflation. Sur la BCE, c'est un peu différent. On a plutôt 50 points de base de trop par rapport à un niveau neutre pour la BCE. Donc ce qu'on a en tête, jusque-là, nous, le scénario qu'on tenait, c'était de dire il y a une sorte de décalage dans les inflations entre Fed et BCE qui en fait oblige à un décalage entre le desserrement Fed et le desserrement BCE. Depuis les chiffres qu'on voit et la réduction assez rapide des services, des prix des services dans l'inflation européenne, les deux inflations et les deux logiques d'inflation se recorrèlent un peu, donc il y a moins cette nécessité d'avoir un décalage Fed-BCE comme on l'avait par avant. Si on est bien dans ce scénario, ça ajuste, on a une inflation core qui retrouve des niveaux autour de 2, 2,5 au cours du deuxième trimestre. Ça valide effectivement des banques centrales qui baisseraient les taux. Alors, est-ce que c'est mai ou juin? Une question ouverte. Plutôt au T2. Et ça a aussi un sens logique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est encore dans un discours higher for longer. Si on veut être capable de faire baisser d'enclencher une séquence de baisse dès le mois de mai, ça veut dire que très vite, il va falloir questionner la question de la réduction du bilan, questionner la question de la baisse, des rythmes de baisse. Donc, avoir un trimestre pour préparer ça. C'est court. Et en fait, assez court. Donc, aujourd'hui, les anticipations de baisse de mars me paraissent un peu trop rapides. Par contre, préparer sur le T1 pour faire une baisse effective au T2, qui en plus ramènerait juste à un niveau neutre, ça a du sens, d'autant plus que la macro sera dans une phase beaucoup plus basse que ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, reste aussi la question de la Banque du Japon. Bon, on a déjà parlé avec vous. Non, mais bon. Là aussi, il y aura peut-être un timing, une séquence pour la BOJ. Pour l'instant, elle ne veut pas changer sa politique monétaire. C'est quand même l'exemple même des banquiers centraux qui ont beaucoup de mal à s'adapter à des situations qui changent. Mais je comprends, c'est difficile, mais à un moment... Ils sont marqués par plusieurs décennies quand même de phénomènes déflationnistes. Mais là, clairement, ça fait plusieurs mois, même plusieurs trimestres, on voit qu'il n'y a plus de déflation aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a aucune raison
de maintenir. Enfin, ça me fait irrésistiblement penser à la Réserve fédérale qui, alors que les prix de l'immobilier s'envolaient en 2021, continuait à investir entre 35 et 40 milliards de dollars par mois sur les titres mortgage américains. Ça fait un an que les prix immobiliers rebondissent. Hein. Voilà. Non mais exactement. Ça continue de rebondir. Enfin, il y a eu une baisse, mais ça continue de remonter depuis un an les prix immobiliers. Il n'y avait aucune raison de soutenir, et la Banque du Japon est un peu dans ce système-là. La fin des PIGS en Europe. J'ai regardé, alors les performances, effectivement, les performances obligataires sont complètement inversées par rapport à la taille des pays, hein, c'est-à-dire que la Grèce enregistre des performances obligataires spectaculaires, Portugal, etc. Tout le monde fait mieux que l'Allemagne de ce point de vue-là. Quand on regarde les métriques de croissance, là aussi, il n'y a pas photo. Hein, la périphérie fait quand même mieux que le cœur aujourd'hui. C'est formidable. Et alors, je ne parle pas du niveau de l'endettement et des déficits, parce qu'il y a une legacy pour les pays du Sud qui est importante, mais en termes de dynamique, d'effort, de consolidation budgétaire partant de leur niveau, mais là aussi c'est sans commune mesure par rapport à ce que font des pays plus nordiques ou plus centraux en zone euro. Est-ce que le référentiel, la convergence. Ah oui. Ce qu'on voulait avoir en zone euro, souvenons-nous, la création de l'euro, l'idée d'origine, c'était de dire on va avoir la convergence entre le nord et le sud, et on va avoir cette espèce de marché unique absolument fluide qui va permettre d'avoir une séparation à la fois économique, monétaire, mais qui va se faire en toute fluidité. On a peut-être, en tout cas, un certain mouvement de recorrélation, là, un mouvement de recentrage, de renouveau de l'idée européenne qui me paraît très intéressante. Après, on a toujours quand même quelques vilains petits canards. Et c'est vrai que la partie française, par exemple, n'est pas nécessairement celle qui attire les commentaires les plus élogieux aujourd'hui. On est semi-cœur maintenant. Voilà, on est semi-cœur. D'ailleurs, c'est une segmentation qui a encore du sens du point de vue de l'investisseur aujourd'hui. Cœur, normalement, c'est la sécurité absolue, etc. Enfin, Oui, alors même du point de vue économique, je pense que ça a encore du sens, parce que vous avez des niveaux de dette sur PIB qui sont beaucoup plus élevés. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Néanmoins, je tire la même conclusion que Wilfried, c'est plutôt positif. Et ce qui se passe du côté de l'Allemagne, et ce qui se passe du côté des pays périphériques, c'est qu'on avance petit à petit vers la mutualisation, vers le budget fédéral. Peut-être que les Allemands se présenteront beaucoup moins comme étant la référence et seront beaucoup plus ouverts au dialogue. Donc ça, je le mets plutôt, c'est une anticipation, c'est une spéculation, parce que j'ai pas encore entendu parler à nouveau de rebonds. Hein. Le mot n'a pas encore été prononcé, je crois, à ce stade de l'année 2023. C'est peut-être un peu de wishful thinking, je vous l'accorde. Non, mais c'est toujours les difficultés en Allemagne, l'explosion du modèle d'affaires allemand, y compris du modèle budgétaire allemand, doivent forcer normalement une sortie par le haut de cette crise en Allemagne. Je pense qu'il va y avoir un peu plus de tolérance, parce que ce qui quand même a mis un petit peu l'Europe dans les problèmes, c'est les critères de Maastricht qui en plus n'étaient quasiment pas respectés, à part par les Nordiques et par l'Allemagne. Là, il va peut-être y avoir un petit peu plus de souplesse. Et donc, sur la politique budgétaire, j'attendrai que l'Allemagne soit un tout petit peu moins regardante. Jamais trop certain de quel côté la pièce retombe quand on fait des paris sur la logique budgétaire allemande. Surtout, là, ils ont... C'est surtout l'instabilité politique en Allemagne qui risque de malheureusement de retarder ce processus-là. On voit qu'aujourd'hui, le taux d'acceptabilité, de soutien de la coalition au pouvoir est extrêmement faible. On a par exemple, je regardais le dernier sondage, des Verts en Allemagne qui seraient évalués à 12%. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été évalués aussi bas. Donc en fait, on a une vraie fragilité aujourd'hui au niveau de la coalition en Allemagne. C'est une coalition très compliquée, et donc il faut d'abord résoudre ce problème-là avant d'aller plus loin, et le sujet peut-être européen va devenir un sujet politique allemand. Pour beaucoup en Allemagne, la garantie de leur survie politique, c'est quand même de maintenir le frein sur l'endettement, la règle d'or, etc. Dans le débat, quand on écoute les libéraux ou d'autres... J'espère, mais c'est vrai que politiquement, c'est très très dur en Allemagne. Ces questions budgétaires en Allemagne, comment vous avez regardé ça, en Europe, Léa ? Et en Europe, bien sûr. Oui, non mais... Pour avoir été ancienne économiste zone euro, au moment où on appelait ça les PIGS, je peux vous dire qu'on regarde toujours avec un œil de risque pays et d'endettement assez fort des pays qui ont certes des croissances beaucoup plus fortes grâce aux effets rebond Covid, mais qui restent avec des croissances potentielles toujours autour de zéro. Et donc je resterai beaucoup moins positif sur les pays du sud de la zone euro. Non, en fait, les questions d'endettement, les fragilités sont toujours là pour ces pays ? Oui.
Enfin, oui. En fait, il y a aujourd'hui deux choses qui font qu'on n'est plus dans cette situation-là. La première, c'est de dire on avait un petit peu d'inflation, donc au final, nos dettes publiques, elles sont un peu réduites. Cette inflation-là, on n'en a plus. La croissance potentielle, est-ce que les plans NGU vont être soutien de croissance potentielle ? C'est des questions structurelles à voir. Puis aujourd'hui, c'est la BCE et la capacité à soutenir des écartements de spread qui font qu'on n'est pas dans une situation complexe. Donc c'est plutôt les outils, les institutions européennes qui font qu'on ne retrouve pas dans cette plus crise-là. Que les forces intrinsèques de ces pays-là. Oui. Ah ouais. Et puis on rentre dans une année électorale européenne avec des polarisations de plus en plus fortes en sein de l'Europe. Donc moi, je suis beaucoup moins... Ce qui se passe en Allemagne... Ouais, d'accord. Bon. Alors après, je prends le point. Ce qui se passe en Allemagne, parce que la question c'est... 2023, on a refait sauter le frein à l'endettement. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais la question, c'est pour 2024. Pour l'instant, le frein à l'endettement, il est prévu pour être remis en 2024. Et c'est un gap, difficile à estimer, mais peut-être de 15 à 24 milliards selon les estimations. Est-ce que c'est le genre de gap de financement dans le budget allemand qui peut aggraver, l'idée de la récession en Allemagne ? C'est pareil, on parle de récession en zone euro en Allemagne, ça fait un an qu'on y est. Enfin, moi j'ai du mal à voir... Est-ce que ça peut s'aggraver encore plus, quoi ? Alors aujourd'hui, on va être dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que l'Allemagne va y arriver. On parle de niveaux de dette qui sont entièrement soutenables, on parle de mécanismes mais ils sont riches, il n'y a pas de problème. Moi je ne suis pas inquiète aujourd'hui pour l'Allemagne. Enfin, moi je m'inquiète plus de... Comment on fait pour avoir une construction européenne qui nous amène aux eurobonds avec des défis structurels qui sont majeurs et qu'on n'envisage absolument pas et qu'on ne sait pas comment trouver, une problématique allemande qui, avec quelques fonds spéciaux, même si la Cour a de nouveau mis le veto là-dessus, c'est pas un sujet. Par contre, oui, la construction ce débat budgétaire nécessaire qu'affronte l'Allemagne aujourd'hui, il va forcément se retrouver dans les débats au niveau européen quand il va falloir calibrer un nouveau cadre budgétaire, etc. Mais on va avoir les plans spéciaux, on va avoir des... En fait, c'est... Typiquement, ce qui va se passer aujourd'hui quand on parle de répression financière, à un moment ou à un autre, les institutions européennes vont flécher les investissements vers des investissements verts, des investissements technologiques. On va les sortir des critères. C'est quand on est au pied du mur qu'on y arrive. Donc, on est déjà dedans. J'ose espérer qu'on y arrive, mais encore une fois, c'est de la construction européenne. Ou alors, c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Bon, terminons peut-être un mot de la logique d'investissement. Peut-être on n'a pas beaucoup parlé du marché. Si, on va parler du marché obligataire. Il faut rester ouvert pour les scénarios macro 2024. Je comprends comment ça se traduit dans une logique et un positionnement d'investisseurs aujourd'hui pour vous, Alexandre. Très rapidement, en termes de perspective, sur la partie taux et crédit, globalement, on va plutôt chercher le portage, c'est-à-dire que la réduction de spread, on l'a eu, et on l'a eu un peu plus vite que ce qu'on pensait d'ailleurs. Donc là, on est peut-être un peu moins confiant, un peu moins positif. Disons qu'on attend juste le rendement qui est affiché et pas beaucoup plus. Sur la partie action, nous, aujourd'hui, on aime bien l'Europe. On aime bien l'Europe parce que quand on regarde le pricing du marché européen, il price déjà la récession, assez fortement d'ailleurs, j'allais dire sur toutes les tailles de capitalisation, quelles qu'elles soient, d'une part. D'autre part, le marché n'a pas des attentes très élevées pour la croissance de bénéfices l'année prochaine, donc on peut avoir des surprises positives, là évidemment. Je fais appel au stock picking, au sector picking, mais il y a même, je pense, certaines erreurs d'interprétation dans un secteur comme la construction, par exemple, où on voit des marges négatives l'année prochaine. En fait, la baisse des coûts est quand même très importante, donc on peut avoir des surprises positives. Pareil sur le secteur des semi-conducteurs, notamment les semi-conducteurs pour l'automobile, pas ceux de l'intelligence artificielle qui ont plutôt bien marché, mais là on a des choses intéressantes puisque on va dire le gros négatif c'est ils perdent des parts de marché à cause de la Chine, sauf que la Chine pour mettre en place des boîtes comme ça il lui faut 2-3 ans, donc il y a encore du temps et il y a probablement des parts de marché à aller chercher. Donc on a des choses assez intéressantes. Les attentes sont plus élevées quand même aux États-Unis. Donc pour aller matcher ces attentes-là, je pense que c'est typiquement on va dire le schéma classique où les attentes sont assez élevées en début d'année et elles baissent au fur et à mesure de l'année, alors qu'en Europe, je crois plus aux surprises positives. Donc le peu de cherté et la croissance potentielle m'intéressent. Ça peut ramener une phase de bonne performance pour les actions européennes, une phase de surperformance peut-être même pour les actions européennes.
sur la logique d'investissement à ce stade. Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On a sur les actions européennes une décote d'environ 20% historique. Donc à un moment, effectivement, il y a quand même, je pense, tout a un prix. Et en particulier sur les small et mid cap. Et où on voit il commence à se passer quelque chose. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. Depuis quelques semaines, on a des rentrées sur des ETF, on a des financements qui commencent à avoir lieu. Je pense qu'il commence à se passer quelque chose, donc il ne faut pas rater le train là-dessus. Là-dessus, je pense que c'est une conviction qui est assez forte chez nous. Sur la partie obligataire, moi je suis très positif sur cette partie-là, mais plutôt à horizon 6 mois, 1 an. Là, effectivement, il faut peut-être attendre d'avoir des bonnes opportunités. On vient d'un très très fort rallye sur 1 mois. Donc tactiquement, peut-être un tout petit peu de prudence là-dessus, même si je reste positif sur cette partie-là. Et le meilleur des deux mondes, pour moi, ça reste toujours un peu les obligations convertibles. Je pense qu'il y a quand même là aussi un pricing qui est très faible. Il y a des opportunités. C'est des bons instruments dans l'environnement actuel. Il y a des bons instruments asymétriques, justement, dans l'environnement actuel. Si on croit effectivement à ce que, effectivement, là, il n'y ait pas de crash fondamental. Si on n'a pas de crash et si on a des taux qui se baissent un petit peu, c'est plutôt pas mal. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, Wilfried Galland, directeur stratégique de Montpensier Finance, et Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Ce soir, le thème nous amène à évoquer le secteur de la technologie à travers notamment la tech non cotée. L'idée étant de dresser un état des lieux de ce secteur de la tech non cotée, côté entreprise et côté investisseur également. Et ce sont les équipes d'investissement de Revaya qui sont avec nous ce soir. Sa cofondatrice et associée Alice Albizati. Bonsoir Alice. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, j'ai mis tech non cotée, mais vous êtes à la jointure des deux, je crois, chez Revaya. Il y a quand même l'idée de travailler à la fois dans le monde non coté jusqu'à ce que des entreprises deviennent publiques, comme on dit, et que vous ne vous interdisez pas de continuer à accompagner ces entreprises, y compris quand elles sont cotées. L'idée, c'était quand même de dresser un état des lieux du marché de la tech non cotée à ce stade. Après, ce qu'on décrit depuis 18-24 mois maintenant, le violent reparamétrage des taux, directeur des banques centrales, on a passé 45 minutes à en parler juste avant, et les coûts de financement, l'augmentation des coûts de financement pour les entreprises, pour les investisseurs également. Est-ce qu'on arrive au point où on retrouve un peu de visibilité pour la suite, Alice ? Oui, en effet, le secteur de la technologie, comme toutes les classes d'actifs, a été chahuté ces 18-24 derniers mois. Néanmoins, on a l'impression qu'on est arrivé dans une phase de normalisation. Ça, c'est notamment lié à la stabilisation sur les taux d'intérêt, la stabilisation de l'inflation. Et donc, ça se traduit par un retour de plus en plus important d'entreprises, notamment qui vont lever des tours de financement early growth ou late stage growth. Et donc, quand on prend un peu de recul, ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, l'industrie des investissements dans la technologie est en croissance de 18% par rapport au niveau pré-Covid. Donc c'est sur les 3 premiers trimestres de l'année, près de 150 milliards qui ont été investis dans la tech en Europe. Bien sûr, en compression par rapport aux années un peu exceptionnelles de Covid, mais en hausse par rapport... 2019, année de référence. Par rapport la dernière année normale, on va dire. Exactement. Oui, 2020. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'Europe, c'est la seule géographie qui est en croissance. Quand on compare ce qui s'est passé aux États-Unis, en Asie ou dans le reste du monde, en fait... ces autres géographies vont plutôt être en stabilisation ou en déclin. Donc nous, on est en train de reprendre des parts de marché. Avec également un trou de financement qui est en train de se rétrécir. Donc il y a de plus en plus également d'investisseurs locaux, notamment dans les tours de growth. Donc ça va être plus de 60% des tours de growth qui sont faits par des fonds européens, là où, dans cette année pré-Covid, on était plutôt à moins de 50%. Donc ça, c'est des tendances qui sont intéressantes. L'Europe est devenue de plus en plus autonome en matière de financement de la croissance et de financement de l'industrie technologique au cours de ces 3 dernières années. Exactement. On est toujours à un niveau bien plus faible que ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, par exemple, si on regarde les allocations des asset managers dans l'alternative, en Europe, c'est 8%
des allocations qui sont dédiées à la tech, donc à peu près 200 milliards. Aux États-Unis, on est plutôt sur 16%, 1000 milliards. Donc il y a quand même un recul, mais ce recul est en train de se rétrécir et avec plus d'autonomie en effet. Qu'est-ce qu'on peut dire des valorisations? Vous évoquiez les tours de table. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, effectivement, alors en matière de levée? Il faut dire qu'il y a aussi de plus en plus de start-up en Europe. Depuis ces 3 dernières années, effectivement, il y a plus de start-up, j'imagine, en Europe qu'il y en avait en 2019. Donc des besoins de financement, effectivement, qui sont croissants de ce point. Qu'est-ce que vous regardez qu'est-ce que nous disent les niveaux de valorisation aujourd'hui que vous pouvez observer, Alice? Alors, comme toutes les classes d'actifs, les niveaux de valorisation ont baissé. Ça, c'est une compression des multiples qui vient corriger quelques années qui ont pu être excessives, qui, dans certains cas, va se matérialiser par des down rounds, donc il reste encore une minorité des cas, donc des entreprises qui lèvent des tours de valorisation successifs à des valorisations plus basses, qui sont des situations que nous, on a évitées dans notre portefeuille en appliquant une discipline financière importante. Néanmoins, ce qu'on va observer, c'est qu'on a cette compression des multiples, mais qu'on continue à être sur des sous-jacents qui sont très porteurs, et donc en très forte croissance. Et donc, la hausse du sous-jacent va plus que compenser la baisse des multiples. Et donc, en ce moment, nous, on pense que c'est un moment opportun pour investir dans cette classe d'actifs parce qu'on a ce point d'entrée qui est attractif. Il y a toujours de la croissance, mais la valorisation, elle est où par rapport à l'historique aujourd'hui? Voilà, on est sur des valorisations. Si on regarde sur ce qui s'est passé sur les séries B, séries C en Europe, on est revenu sur les niveaux pré-Covid, donc on est en dessous des médianes long terme. D'accord. Mais qui ont été très influencés, j'imagine, par les 2 dernières années. Exactement. Ou les 2-3 dernières années, effectivement. Donc, on revient sur... Je comprends. Exactement. Et aujourd'hui, sur les valorisations, quand on compare aussi Europe par rapport aux États-Unis, les États-Unis, à niveau de maturité similaire, donc série B, série C, ces entreprises, elles lèvent avec des valorisations qui sont en moyenne 2 fois plus élevées que les sociétés européennes. Nous, on pense qu'il va y avoir un rattrapage de l'Europe, comme ce qu'on a déjà évoqué. Et donc ça aussi, ça peut être une opportunité intéressante. En tant qu'investisseur, comment vous évaluez aujourd'hui les entreprises? Est-ce que c'est avant tout sur la base de leur croissance? Vous l'avez dit, le sous-jacent en termes de croissance, c'est la première métrique que vous avez citée, Alice. Quelle place a pris la rentabilité également dans la manière de valoriser des sociétés et d'y investir? Alors, c'est une question intéressante. Ce qu'on va trouver, c'est que l'équilibre entre croissance et rentabilité devient de plus en plus important. Donc, on n'est plus du tout dans les phases où c'était l'hypercroissance à tout prix. Aujourd'hui, la rentabilité et la trajectoire de rentabilité devient un critère qui est de plus en plus important. Néanmoins, les sociétés qui réussissent à être dans des rythmes de croissance soutenus sont celles qui vont bénéficier d'une prime en termes de valorisation. Oui. Voilà. Oui, non, mais la croissance compte toujours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Et c'est nous ce qu'on observe. Ce qui nous intéresse particulièrement chez Revalia, ça va être les entreprises du logiciel. Et on voit que les entreprises du logiciel qui ont ces bons métriques, qui vont avoir des Rule of 40, donc cet critère entre croissance et rentabilité supérieur à 40%, continuent de bénéficier de niveaux de valorisation élevés. 10 fois, 15 fois, parce que c'est des perspectives de création de valeur et de flux de trésorerie très importants dans les années à venir. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans les softwares? C'est un secteur qui a... Alors moi, ma référence, c'est les marchés cotés, mais je sais que ce qu'on a vu sur les marchés cotés, ça se retrouve aussi dans le monde non coté. C'est un secteur qui a beaucoup souffert, les softwares. Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, il y a la question de la valorisation, mais vous imaginez que les fondamentaux du secteur sont intacts? C'est les questions qu'on s'est posées autour de ces années de polycrise, pour dire, est-ce que les méga tendances qu'on avait identifiées avant Covid, est-ce qu'elles restent valables à la sortie du Covid? Qu'est-ce que vous dites de ce point de vue-là? Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est investir dans des entreprises qui vont avoir ce potentiel de leadership durable et donc qui sont positionnés sur des tendances porteuses très long terme, avec telles que la digitalisation des entreprises, telles que la transition écologique, telles que la santé. Et ça, souvent, ces entreprises de logiciels, elles sont capables de porter ces tendances porteuses. Et du coup,
elles ont des caractéristiques qui sont très attractives pour des investisseurs de growth comme nous. C'est que ça va être des entreprises qui vont être résilientes. Et on voit là que même dans le contexte de marché actuel, c'est des sociétés qui continuent d'avoir des croissances à 2 chiffres, voire à 3 chiffres pour certaines, qui vont avoir beaucoup de récurrence dans leurs revenus, qui vont avoir des marges brutes élevées, donc qui vont pouvoir piloter aisément ces trajectoires de croissance par rapport à rentabilité. Ça va être aussi des sociétés qui vont avoir des trajectoires d'internationalisation qui sont prouvées. Donc ça, c'est des critères qui sont très intéressants. Et par ailleurs, c'est des sociétés aussi où on continue d'avoir des perspectives de sortie attractives. Et notamment, une tendance qu'on observe ces derniers temps, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds de private equity type buyout growth tech qui s'intéressent à nos sociétés. Et donc ça, qui viennent ajouter des perspectives de sortie aux perspectives de sortie traditionnelles que sont les introductions en bourse et les rachats par des grands corporates tels que les GAFAM. Donc, d'avoir des options supplémentaires dans la sortie, aujourd'hui, c'est quand même important. C'est critique, puisqu'on sait que ces sociétés nous, on s'efforce à leur apporter des trajectoires de pérennité, mais il y a un moment où l'événement de liquidité majeur reste un objectif, et c'est un objectif sur lequel nous, on travaille en tant que fonds de growth, au board, présent, à accompagner la création de valeur. Des gros fonds de private equity, je pense à EQT qui en a beaucoup parlé, qui remettent en cause même l'idée d'une sortie par la bourse, estimant que les marchés boursiers dysfonctionnent aujourd'hui. Donc essayent de trouver des dérivatifs pour créer d'autres options de sortie. Est-ce qu'à votre stade d'investissement, growth, comme vous dites, Alice, est-ce que c'est déjà le moment où on peut consolider aussi, par exemple, ou participer à la consolidation d'un secteur comme celui des softwares? Exactement, et c'est aussi quelque chose qui nous plaît dans ce secteur, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de pistes de croissance organique, mais également de la création de valeur qui s'effectue par de la croissance externe. Donc nous, dans notre portefeuille, sur les 24 derniers mois, on a pu effectuer 8 opérations de build-up, donc de rachat de sociétés par nos sociétés en portefeuille, soit pour accélérer la roadmap produit, c'est la raison numéro 1 de ces opérations de croissance externe, ou bien également pour accélérer la croissance internationale. C'est quelque chose qu'on fait et auquel on participe activement, donc pour s'assurer que ce sujet soit un sujet qui soit prioritaire dans les discussions avec la gouvernance, avec le board. Donc on cherche à avoir cet alignement, et ensuite on va aider nos sociétés à identifier des cibles potentielles d'acquisition, on va les aider à exécuter ces transactions, donc à négocier avec les parties prenantes, et également à s'assurer qu'on a une intégration réussie, puisqu'il y en a un peu des feuilles de route et des méthodes pour que ça fonctionne bien. Oui, c'est-à-dire c'est toujours un risque, il y a toujours un risque effectivement d'exécution, d'intégration, même à ce stade de développement, même quand on est en forte croissance, en hyper-croissance, il y a toujours le risque que le match, que ça ne fitte pas forcément aussi bien que ce qu'on imagine, y compris quand on est encore des entreprises de cette taille-là, j'entends Alice. Oui, bien sûr. On sait que, comme toute opération de M&A, les opérations, c'est délicat et ça prend beaucoup de temps. Donc, ça peut être très consommateur d'énergie et de bande passante du côté des équipes dirigeantes. Et donc, il faut essayer de minimiser les risques et de maximiser les chances de succès. Merci beaucoup Alice, merci d'être venue nous parler de la tech, l'industrie de la tech et du financement de la croissance de l'industrie technologique en France et en Europe. C'est votre terrain de jeu chez Revaya, vous êtes investisseur growth, cofondatrice et associée de Revaya, Alice Albizati, qui était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.